Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce matin pour ce webinaire interactif organisé par Socience et Danone sur le thème de la transition alimentaire durable sous l'angle de la coexistence animale-végétale. Je m'appelle Roxane Bibard et on est très heureux avec les équipes de Socience et les équipes Danone de vous retrouver dans le cadre du sommet Changina pour échanger ensemble pendant 2 heures sur ce thème central et constamment d'actualité. On vous accompagnera pendant tout ce webinaire pour faciliter les échanges, notamment lors de la deuxième partie de ce webinaire dédié à des ateliers interactifs qui vous permettra d'échanger entre vous et avec les intervenants. Vous pourrez également réagir et poser vos questions à nos intervenants en utilisant le chat sur la partie droite de votre écran. Vous avez un onglet questions, vous pouvez poser vos questions et aussi manifester les questions qui vous semblent les plus intéressantes pour qu'elles soient posées à nos intervenants. Vous pouvez également réagir et échanger entre vous avec l'onglet discussion. Et en deuxième partie, vous aurez aussi l'opportunité, à la suite de notre série de pitch, de choisir un atelier pour engager les discussions sur le thème de votre choix avec les intervenants. Je vais maintenant passer la parole à Julie Jouvencel, directrice générale de Socience, pour présenter très brièvement Socience et l'esprit du webinaire qui nous rassemble tous ensemble ce matin. Merci Roxane, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux que Danone ait souhaité lancer ce débat entre experts et professionnels sur un sujet complexe que la transition alimentaire. Et merci à tous nos intervenants. C'est notre mission chez Socience de créer des ponts entre la recherche et les besoins de société et de réunir différents types d'acteurs comme ceux qui sont là aujourd'hui, même parmi les participants et puis les visiteurs. Donc des acteurs de la recherche, des startups, des innovateurs, des associations, des think tanks, et de construire des solutions durables. C'est ce qu'on fait, nous, chez Socience, à travers nos programmes d'open innovation, qu'on appelle The Future of, et qui durent 11 mois pour lancer justement des collaborations et faire que les différents types d'acteurs que vous êtes et que vous représentez ce matin puissent travailler et amorcer des collaborations ensemble. Donc, merci à tous d'être là pour lancer ce débat. Et je laisse la parole maintenant à François Colomban, qui est directeur InnoHub chez Danone et Food Designer directeur. François, c'est à vous. Oui, merci à vous Julie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente peut-être en 10 secondes. Effectivement, je travaille chez Danone depuis 35 ans, en recherche et innovation depuis 25 ans. Et ma mission est de tenter d'emmener Danone vers des aliments d'après-demain en élargissant les points de vue de cette entreprise et en prenant en compte les besoins de nos consommateurs au sens très large du terme, rationnel, émotionnel, et dans toute la mesure du possible dans le respect de leur culture alimentaire et en prenant en compte l'impact de ces aliments sur notre planète. Alors, je souhaitais dans un premier temps vous remercier de me donner le plaisir d'introduire cette session de manière très humble, compte tenu de la qualité et de la diversité des orateurs que vous avez rassemblés aujourd'hui. Alors, nous sommes donc réunis pour parler de transition alimentaire durable, de coexistence animale-végétale dans notre modèle agricole et alimentaire. Aussi, aimerais-je démarrer cette session par le mot durable. Dans ce mot s'inscrivent, à mon sens, 2 autres mots qui lui sont affiliés. Le verbe durer, qui signifie pour moi l'équilibre de nos vies futures et qui rend possible un demain. Et le mot durer et eux, qui regarde davantage notre passé, celui de l'existence de l'Homo sapiens depuis quelques dizaines de milliers d'années sur cette terre. Alors, pour durer, nous, les acteurs de la filière alimentaire, nous allons devoir remplir 3 objectifs. Le premier, c'est nourrir, qui est donc associé à une notion de quantité. Nous serons 9 milliards de terriens dans 30 ans, alors que nous n'étions que 700 millions il y a seulement 300 ans. Le deuxième objectif, c'est de préserver la santé de ceux que nous nourrissons. On y associe alors une notion de qualité. Hippocrate et bien de ses prédécesseurs avaient compris que l'alimentation était notre première médecine. Aussi, gâcher notre capital santé de naissance via notre alimentation serait-il un pur gaspillage de vie, tout bêtement. Et pour réaliser ces 2 premiers objectifs, nous n'avons pas d'autre choix que de préserver notre planète. Donc, c'est vraiment le 3e objectif, de manière à ce que cette planète elle reste nourricière en quantité et en qualité. Alors, si nous regardons un peu dans le rétroviseur de nos transitions alimentaires depuis 250 000 ans, notre alimentation est bien sûr passée par des cycles de dominante, mais le balancier est toujours revenu vers des positions centrales, équilibrées, de coexistence entre alimentation animale et végétale, notamment avec l'entrée relativement récente, il y a 10 000 ans, des céréales dans nos régimes alimentaires. Parce que nous,
Homo sapiens sommes biodiverses de par notre histoire, nos cultures, nos religions, nos régimes alimentaires. Nous sommes des animaux biodivers très complexes sur le plan chimique, génétique, hormonal. Aussi avons-nous besoin de cette biodiversité chimique alimentaire qui se traduit par une biodiversité d'acides aminés, d'acides gras, de minéraux, de vitamines, de finaux, etc. Mais nous sommes aussi très biodivers sur le plan biologique, celui de notre écologie propre. Et je ne prendrai pour exemple que celui de notre microbiote. Alors, voilà, c'est juste le temps que je trouve le bouton de la caméra. Donc, ce microbiote, vous savez, ce sont ces 3 kilos et ces 100 000 milliards de bactéries qui habitent notre tractus intestinal et qui sont, on le sait depuis peu de temps, nerveusement et hormonalement liés à notre cerveau. Notre microbiote impacte de manière majeure la métabolisation de nos aliments, bien sûr, mais aussi notre système immunitaire, nos systèmes de régulation et même nos émotions. Cela a été parfaitement démontré récemment. En échange de tous ces services, eh bien, il a besoin de câlins, notre microbiote. Et ces câlins sont tout simplement la biodiversité alimentaire que nous lui offrons pour se nourrir et pour se développer, comme nous. Regardons le blog que tiennent nos grands-mères depuis 100 000 ans. Elles nous ont transmis ces gestes de soins au travers de l'expression « il faut manger équilibré ». C'est simple, non? Pour justement nourrir notre diversité biologique intestinale. Aussi, nourrir et apporter la santé via l'alimentation à l'Homo sapiens, sans tirer profit de cette biodiversité alimentaire animale et végétale qui nous est offerte, serait-il un non-sens qui rongerait l'humanité à petit feu, à mon sens? Alors, cette évidence, elle peut nous conduire à nous poser de nombreuses questions sur tous les maillons de notre chaîne alimentaire, et je me permets d'en poser 5 parmi toutes celles qui se poseraient. La première question pourrait être: comment pourrions-nous orienter notre alimentation vers le meilleur rendement entre ce qui est prélevé à la terre, issu de la biodiversité animale et végétale, et ce qui est restitué à notre organisme? Donc une notion de rendement alimentaire au sens très global du terme qui est associée à agriculture et alimentation. Et bref, trouver la meilleure recette à 3 ingrédients entre organolepsie, nutrition et impact écologique. La deuxième question pourrait être: pourquoi ne réfléchit-on pas à des schémas de culture et d'élevage plus efficaces, tels qu'on le pratique désormais dans le bio ou la permaculture, mais à plus grande échelle, la surface des terres arables dans le monde n'étant pas hyper extensive? La troisième question pourrait être: l'alimentation et l'expression émotionnelle de qui nous sommes. Les goûts, les couleurs, les textures, la commensalité de notre alimentation font aussi partie de notre culture. Comment continuer à construire en appauvrissant la biodiversité de ce que nous consommons? La quatrième question s'adresse à l'agroalimentaire. Alors pourquoi l'entreprise agroalimentaire ne fait-elle pas évoluer ses schémas de croissance vers une mise en avant de ses savoir-faire plutôt que par celle de ses produits? Et au hasard, je prends une entreprise qui s'appelle Danone, qui est un champion de la fermentation. Or, quasiment toute matière organique sur Terre est fermentescible, bien au-delà du lait même. Et on sait combien la biodiversité des ferments que nous absorbons enrichit notre microbiote. Et enfin, comment recréer un lien indéfectible entre agriculture et alimentation, perçus, je pense trop souvent, comme 2 mondes indépendants pour beaucoup de nos enfants notamment. Aussi, la biodiversité de ce que nous consommons sur Terre est-elle un élément majeur de notre survie qui sera liée à notre capacité à faire durer cette interdépendance positive entre Terre et homme? Aussi, doit-on tous continuer à nous relever les manches? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup François Colomban pour ces mots d'introduction inspirants. Je vous propose sans plus attendre d'accueillir Michel Duru pour la keynote. Bonjour et bienvenue Michel Duru, vous êtes agronome, directeur de recherche à l'INRAE et nous allons explorer avec vous le sujet de l'équilibre animal-végétal dans nos assiettes pour penser une alimentation plus durable. Je vous laisse donc la parole, vous avez 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis ingénieur agronome et directeur de recherche à l'INRAE, actuellement chargé de mission. Donc, l'INRAE, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Mon passé de recherche est surtout sur l'élevage.
mais depuis 10 ans, je m'intéresse aux relations entre les 3 grands domaines de compétences de l'INRAE, à savoir l'agriculture, l'environnement et l'alimentation, pour la santé, pour notre santé bien sûr, et la santé des écosystèmes, c'est-à-dire des sols, jusqu'à la planète. Alors aujourd'hui, je vais surtout parler non pas d'agriculture, mais plutôt un petit peu de l'assiette, donc sur ce que j'ai fait durant la dernière partie de ma carrière. Donc la question qui est posée, c'est que sait-on de l'équilibre animal-végétal dans nos assiettes pour une alimentation plus durable? Et ce que je vais faire, c'est fournir quelques clés pour définir et mettre en œuvre une transition vers une alimentation durable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable? Bon, ça a été défini notamment par la FAO. Donc, c'est déjà promouvoir une vie longue et en bonne santé. Et ceci en mobilisant avec parcimonie les ressources de la planète qui ne sont pas renouvelables à moyen terme, le pétrole, le sol, la biodiversité, et sans dégrader l'environnement, le sol, l'eau et l'air, et ça chez nous et ailleurs. Et donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. J'ai fait un article d'ailleurs avec un collègue du CIRAD, pourquoi notre santé et celle de la planète se jouent dans nos assiettes. Et puis, la commission Eat-Lancet a fait un gros rapport il y a 2 ans maintenant sur les relations justement entre l'alimentation, la planète et la santé, parce que tout se tient. Alors, je vais développer ça en 3 points. D'abord, on va prendre un petit peu de hauteur, parce que l'alimentation durable, nous n'y sommes pas. Le constat est sans appel. Ensuite, j'ai rentré dans le vif du sujet avec une bonne nouvelle, c'est que l'alimentation pour la santé et la planète, ça converge, ça va dans le même sens. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, je conclurai en montrant que peut-on faire pour aller vers un futur désirable. Et là, je vais montrer en quelques minutes comment articuler transition agricole et alimentaire en territorialisant le système alimentaire, donc en réorganisant l'agriculture et l'alimentation à l'échelle locale. Alors déjà, pour prendre un petit peu de hauteur, j'ai mis sur cette diapositive une dizaine de problèmes à l'échelle française, européenne, internationale. En vert, c'est ce qui concerne plutôt l'environnement, et en bleu, l'alimentation. Il y a bien sûr dégradation des sols et des eaux, déforestation. Je rappelle que 10% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation en partie pour cultiver du soja et de l'huile de palme. On atteint bien sûr le pic du pétrole, mais en agriculture, ce qui fait problème, c'est le pic du phosphore. Le dérèglement climatique, on n'est pas sûr de ne pas dépasser le 1,5 degré en 2050. Et puis le déclin de la biodiversité, il se fait à tous les niveaux. Dans notre intestin, comme ça vient d'être rappelé, dans les sols et aussi sous les tropiques. Et puis du point de vue de la santé, il y a 3 enjeux. D'une part, il y a les maladies chroniques non transmissibles, obésité, diabète, 2 milliards d'habitants, 2 milliards dans le monde. L'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que les antibiotiques ne sont plus efficaces, 25 000 morts par an en Europe. Et puis les zoonoses, on en parlait peu jusqu'à maintenant, et la Covid, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est connu. Mais l'important, c'est de dire que ce n'est pas 10 crises, c'est une seule crise dans la mesure où tout est interconnecté. Les gaz à effet de serre impactent la déforestation, changement climatique, biodiversité, qui nous rend plus sensibles aux zoonoses, les maladies chroniques accroissent le risque de zoonose. Et notre système alimentaire, c'est l'agriculture, la transformation des aliments, leur distribution et la consommation ont un effet sur l'ensemble de ces facteurs. Donc tout est interconnecté. Il faut sortir des approches un silo pour comprendre et préparer le futur. Tout est lié. Si je prends l'exemple système soja, donc vous savez, presque 3 millions de tonnes importées en France de soja, même si ça a diminué, déforestation, avec tout ce que je viens de montrer en cascade. Je ne serai pas plus loin dessus. Juste un zoom quand même, puisqu'on parle d'alimentation durable et de santé. Je prends l'exemple du diabète sur 15 ans en France. Vous avez ici le nombre de cas par an, le nombre de nouveaux cas, de 0 à 140 000. Et vous voyez qu'en orange, ça a augmenté pour la classe d'âge dite moyenne, les 45-75 ans. Et ça, ce n'est pas la génétique, c'est notre environnement au sens large, dont l'alimentation. On a des dynamiques exactement similaires pour les cancers, polyarthrite, maladies coronariennes, autisme, dépression sévère. Et c'est pour les classes les plus jeunes, donc ce qui est en vert sur la courbe, que ça a le plus augmenté pour les maladies de Crohn et spondylarthrite.
Les politiques en silo conduisent souvent à des échecs. Je prends ici le cas de l'obésité chez les ados. Elle a augmenté entre 2000 et 2017 malgré des plans dédiés. Et tout ça, c'est très important puisque le diabète dont je viens de parler et l'obésité sont des maladies déclencheuses de l'ensemble des autres maladies dont je viens de parler. Donc, elles sont des facteurs de risque. Et pour conclure sur cette première partie, la donne a changé. Il ne s'agit plus d'améliorer notre alimentation, notre agriculture, notre système alimentaire. Il s'agit d'atteindre des objectifs. Et vous connaissez tous les engagements de la COP 21. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il va falloir aller quasiment 10 fois plus vite dans les améliorations que ce qu'on a fait durant les années précédentes, y compris pour l'agriculture et l'alimentation. Il nous faut diviser les gaz à effet de serre par 2. Est-ce qu'on va manger 2 fois moins? Non. Et donc, il ne s'agit plus d'améliorer le système alimentaire, mais de le refonder, ne serait-ce que pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, deuxième partie, le régime alimentaire, eh bien, il est toujours déséquilibré. C'est pour ça qu'une transition est nécessaire. Le PNNS, le Programme de Nutrition Santé, qu'est-ce qu'il dit? Le pourcentage de Français qui consomment plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Vous savez ce que ça accroît le risque de cancer? 1/3 des Français. Plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, 2/3 des Français dépassent cette référence. Et la part des protéines animales actuellement est de 2/3. Et les recommandations du PNNS sont de 50-50. Deux autres points qui ne sont pas indépendants, même si je ne parle pas de production animale. Les pourcentages de Français qui n'atteignent pas les recommandations pour les fruits et légumes, 3/4. Pour les fibres et les oméga 3, 95%. Alors, qu'est-ce que sont les fibres et les oméga 3? Alors, les fibres, ce sont des enveloppes cellulaires, si vous voulez, qu'on trouve que dans les produits végétaux, beaucoup les légumineuses, les fruits et légumes, bien sûr, mais pas dans les produits animaux. Et les oméga 3, ce sont des acides gras à très longue chaîne qui jouent un rôle considérable pour notre système immunitaire et pour nous protéger contre les maladies dont je viens de parler, qu'on trouve à la fois dans des produits végétaux comme les huiles et dans tous les produits animaux, mais dans des proportions fort variables selon les modes d'élevage. Et donc, premier constat, c'est qu'il y a un excès de consommation de produits animaux, parce que quand on consomme beaucoup de produits animaux, on consomme peu de légumineuses, et donc on manque de fibres. Et quand on a des modes d'élevage dits industriels, ces produits animaux sont pauvres en oméga 3, et donc on accroît le risque de maladies chroniques. Alors venons-en aux relations entre alimentation et maladie. Comme ça a été rappelé dans l'introduction tout à l'heure, il est acquis maintenant que la plupart des maladies dont je viens de parler ont comme origine une modification de notre microbiote intestinal en termes de composition, de fonction et une perméabilité de l'intestin qui déclenche une inflammation qui se porte sur tous nos organes, le cœur, les poumons, le cerveau, avec tous les types de maladies, et qui affaiblissent notre système immunitaire, y compris durant cette période cruciale que nous traversons avec la Covid. Qu'est-ce qu'on sait actuellement? Eh bien, c'est que les facteurs favorables à ce microbiote sont les oméga 3 dont je viens de parler, les fibres et les antioxydants, et que les facteurs défavorables sont des excès d'acides gras saturés, de certains acides gras saturés de viande rouge, mais aussi de pesticides et de contaminants, ainsi que de produits ultra transformés qui contiennent notamment des édulcorants, des émulsifiants, qui jouent un rôle cosmétique dans l'alimentation, c'est-à-dire qui ne sont pas essentiels pour notre nutrition, mais qui aident à conserver les aliments ou à les préparer plus rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, fort de ces connaissances, en quelque sorte piloter notre microbiote intestinal par l'alimentation et ainsi réduire le risque de maladies chroniques ou des formes graves des maladies infectieuses. Quand on compare des régimes qui ont beaucoup de protéines animales, sur la gauche, ici en rouge, ou plus de produits végétaux, en bleu sur la droite, eh bien, on a une plus grande diversité de notre microbiote intestinal. Et ce qu'on sait, c'est que plus notre microbiote intestinal est diversifié, plus on a un système, plus meilleur c'est pour notre santé. Donc, vous voyez, on commence à voir le lien avec la viande et les produits animaux, parce qu'on modifie notre microbiote, donc ce n'est pas dangereux à court terme, mais c'est un facteur de risque par rapport à l'ensemble de ces maladies. L'autre chose très importante que je veux dire, c'est les liens avec l'environnement.
Sur le petit encart, ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre exprimées en kilos de gaz carbonique par 100 grammes de protéines. Et je compare les légumineuses, en bas, à la viande rouge, au milieu, au fromage, au porc et aux volailles. Eh bien, une méta-analyse sur une synthèse de plusieurs dizaines d'analyses au niveau international, donc il n'est pas contestable, montre qu'avec les légumineuses, on émet 2 à 3 kilos de CO2 par 100 grammes de protéines, et que c'est 10 fois plus avec la viande rouge, et quelque chose des valeurs intermédiaires pour le porc, le poulet et les fromages. Quand on regarde maintenant notre régime alimentaire, qui est symbolisé ici par des barres horizontales, vous avez en abscisse les émissions de gaz à effet de serre sur l'année. Donc le régime 1K2, c'est en gros le régime actuel. On émet 1600 kg en équivalent CO2 par an, par notre alimentation. Et derrière, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui provient de l'agriculture, c'est-à-dire c'est le CO2 des tracteurs, c'est 15%, c'est 40%, c'est le méthane, donc en gros les vaches, et puis les déjections, et 40% c'est le protoxyde d'azote qui provient surtout de la volatilisation des engrais azotés ou d'ailleurs des engrais organiques. Donc ces 1600 kg, c'est 4,4 kg par an, avec des fortes variabilités selon qu'on prend le quintile le plus faible, qui émet 2,2 kg, ou le quintile, le cinquième de la population, qui en émet le plus. Qu'est-ce qu'on constate? Tout ce qui est en rouge et rose, c'est la viande. En bleu, c'est les laitages. Et pour le reste, c'est notre alimentation. Donc l'essentiel, plus de 80% de notre alimentation actuelle, les émissions proviennent des 3/4 ou 80% des produits animaux et de plus de la moitié de la viande. Quand on regarde sur la barre intermédiaire, ce que propose le plan national nutrition santé, c'est un petit peu de réduire la consommation de viande, donc on améliore un peu. Et si je prends sur la barre du haut un régime où il y a 2/3 de protéines végétales, 60 grammes de protéines au total, donc c'est vraiment un régime sévère au sens où on a les recommandations en protéines, eh bien on n'émet plus qu'1,7 kg par jour au lieu de 4,4. Vous voyez, on peut diviser par plus de 2 les émissions de gaz à effet de serre sans changer, tout en ayant une alimentation bonne pour la santé. Donc si je résume, le régime courant actuellement, c'est 4,5 kg de CO2 par jour. Un régime plus sain, donc pour notre santé, on peut gagner 20%, mais sur un régime plus sain et durable, c'est-à-dire qui préserve les ressources de la planète, on peut réduire jusqu'à 40%. Donc, une alimentation durable, ça nécessite de consommer moins de protéines animales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi un régime bon pour la santé, comme je vais vous le montrer dans la diapositive suivante. Juste un petit zoom sur l'agriculture, il y a élevage et élevage. Si je prends les ruminants, l'élevage à l'herbe, c'est le top, puisqu'on a un lait qui est très riche en vitamines, antioxydants et en oméga 3, 2 fois plus qu'un lait au maïs soja. Mais le lait à l'herbe, en France, c'est 35% du lait. Et la viande, vous me direz, eh bien, on a l'image des systèmes allaitants qui utilisent les prairies, ce qui est vrai, à 80%. Mais ce qui compte pour la valeur nutritionnelle de la viande, les fameux acides gras dont j'ai parlé, c'est les 3 derniers mois avant l'abattage. Et actuellement, seulement 20% de la viande française, bovine, est terminée, c'est-à-dire engraissée, finie à l'herbe. Donc les marges de progrès sont considérables, ce qui veut dire moins d'élevage. Bien sûr, il va falloir accompagner les éleveurs, mais il faut mieux d'élevage. Et les marges de progrès, là, sont considérables. Pour terminer, avant la conclusion, ici, je m'appuie sur l'étude Nutrinet Santé. Donc, vous savez, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont suivies pour leur régime alimentaire. Les études épidémiologiques permettent de faire un lien à la santé et l'environnement. Ici, on compare, donc sur plusieurs milliers de personnes, le régime alimentaire moyen, qui est en rouge. Vous voyez, sur la gauche, il est défini, c'est le quintile, le régime alimentaire moyen en bleu. En gros, la consommation de protéines, c'est 1,3 g par kilo de poids corporel, alors que les recommandations sont de 0,8, dont 2/3 de protéines animales. Les fibres, c'est 22 grammes par jour, contre 30 recommandés.
En rouge, vous avez le quintile, le 5e de la population enquêtée consommant ayant le régime le moins bon pour la santé et l'environnement. La consommation est de plus de 1,5 g de protéines totales, animales et végétales, dont 3/4 de protéines animales, 16 g de fibres. Et puis en vert, vous avez le 5e de la population enquêtée qui a le meilleur régime pour la santé et l'environnement, 1,1 g par kilo de poids corporel. Donc on est encore au-dessus des 0,8 qui correspondent aux besoins, dont 50% de protéines animales et 30 g de fibres, donc les recommandations. Donc on a ce régime, le 5e de la population française enquêtée a le régime le meilleur pour la santé et l'environnement. Vous vous déplacez sur le graphique radar à droite. Et vous avez donc les verts, bleus, rouges. Si je prends le rouge, donc qui est le 5e de la population consommant, ayant le régime le moins bon, eh bien, sur la partie droite de la figure, vous avez les caractéristiques de la santé. Donc on voit bien que c'est moins bon en termes de santé. Il y a 2 indicateurs, je ne vais pas les détailler. Et le régime vert, on voit qu'il est le meilleur pour la santé. Maintenant, quand on se déplace sur la partie gauche de la figure, c'est l'impact sur l'environnement. Il y a les besoins en énergie, ils sont considérables. Donc le régime le meilleur pour la santé consomme le moins d'énergie. Regardons maintenant en bas les gaz à effet de serre. Le 5e de la population enquêtée, qui a le moins bon régime, émet 6 kg d'équivalent de gaz carbonique. Et celui qui a le meilleur pour la santé, il émet 2,6 kg, donc moins de la moitié. Maintenant, en termes de surface nécessaire pour se nourrir par jour, le régime le moins bon nécessite 15 mètres carrés et le régime le meilleur n'en demande que 7 mètres carrés. Donc cette étude, c'est très fort puisqu'on montre par cette étude épidémiologique que le régime alimentaire le meilleur pour la santé est aussi le meilleur pour l'environnement. Quelques points de vigilance, parce qu'on peut encore aller plus loin. Parce que cette étude ne tient pas compte des effets des modes d'élevage sur l'environnement et la composition des produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les modes d'élevage à l'herbe, ils sont positifs sur l'environnement. Et puis les modes d'élevage à l'herbe ou ceux complémentés en lin, par exemple pour les porcs et les volailles, ils sont meilleurs pour la santé puisqu'on a des produits, des viandes, des œufs, des laitages qui sont beaucoup plus riches en oméga 3, beaucoup plus riches en la plupart des vitamines et antioxydants. Il y a quelques différences de coûts sur lesquelles je ne reviens pas. Donc, à retenir, les protéines ou les produits animaux et végétaux, c'est certes une question d'équilibre, mais aussi une question de quantité. Je rappelle que nous sommes excédentaires dans notre consommation de protéines totale. Donc pour la santé, on peut viser 50% de protéines végétales, notamment des légumineuses, car outre les protéines qu'elles apportent les fibres. Donc ces composants associés, les fibres et les composants phénoliques, ont un rôle positif sur la santé. Un apport minimal de produits animaux est tout à fait justifié, d'une part par la qualité des protéines, mais aussi par l'apport de certains minéraux que vous connaissez, le fer, le calcium, la vitamine B12 bien sûr, et aussi de bons acides gras. Je rappelle que selon le mode d'élevage, on peut avoir des produits, de la viande, des laits, qui ont une fonction anti-inflammatoire ou une fonction inflammatoire. Les marges de progrès sont considérables. Enfin, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas remplacer la viande par des produits végétaux ultra transformés. C'est remplacer un mal pour un autre. Concernant l'environnement, le sol, la planète, la biodiversité, il ne faudrait pas dépasser les recommandations 0,8, mettons 1 g de protéines par kilo de poids corporel, avec 50% de protéines végétales. Donc en résumé, pour les produits animaux, il en faut moins. En gros, ça revient à diviser par 2 notre consommation moyenne de viande. Mais mieux, il faut consommer des produits animaux à valeur santé, donc qui dépendent des modes d'alimentation et d'élevage. Donc ça conduit à avoir, si je résume, à aller vers le flexitarisme, comme ça a été dit, avec un régime qu'on appelle 3V. Premier V, plus végétalisé, donc le flexitarisme, plus varié. Vous avez vu, les légumineuses, on en consomme 1,7 kg par an, il faudra en consommer 10 kg, on peut multiplier par 5. Et puis, le 3e V, c'est pour vrai, ne pas remplacer les aliments bruts par des aliments ultra transformés. De circonstances, on parle des gestes barrières, bien sûr, et du vaccin, mais j'attire l'attention que tout ce contenu de ce que je viens de dire sur notre système immunitaire
L'alimentation joue un rôle fondamental pour se protéger, réduire les risques de maladies chroniques non transmissibles, obésité et autres, mais aussi pour se protéger des formes graves des maladies infectieuses. Ça a été confirmé récemment par de nombreuses publications. On peut donc avoir un menu barrière, et pas que les gestes barrières. Vous avez vu qu'il n'y a pas une réponse simple, et ceux qui le croient font fausse route. Ce que je viens de résumer en 20 minutes, en fait, je le détaille en une formation de 12 heures, ce que j'appelle une formation sur réussir la transition agroécologique alimentaire en misant sur la santé des sols, des hommes, des animaux, de la planète. Car tout est lié. Si on veut éviter que la neige soit une AOC, une appellation d'origine contrôlée, si on veut réduire les maladies chroniques qui augmentent, y compris dans les pays civilisés comme les nôtres, et si on veut éviter que la crise actuelle se reproduise, il n'y a qu'une seule santé, ce que j'ai essayé de vous montrer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel Duruy, pour votre intervention. On va passer maintenant à une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser à droite de l'écran, vous avez un chat avec un onglet questions pour poser vos questions à Michel Duruy. En attendant vos questions, qu'elles arrivent dans le chat, peut-être que nos intervenants qui sont présents ont peut-être aussi des questions à poser directement à Michel Duruy. Je crois que Julie en avait une. Oui, alors je ne sais pas si c'est Michel qui pourrait y répondre, mais je voulais savoir, Michel, vous dites qu'il faut accélérer la transition, qu'effectivement le plan de santé national n'est pas le plus ambitieux, il aurait pu aller plus loin. Concrètement, à votre avis, quels sont les freins aujourd'hui pour justement accélérer cette transition et quelles seraient vos recommandations? Est-ce que ça passe par la consommation, par la communication, le changement des comportements alimentaires et puis plus généralement, évidemment, le système agricole? Oui. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut une transition simultanée dans l'agriculture et dans l'alimentation. Parce que s'il n'y a pas de transition simultanée, ça risque de créer des déséquilibres commerciaux. Si par exemple les Français devenaient soudain flexitariens, qu'est-ce qu'on ferait au niveau agricole? Si il y a des contraintes très fortes qui posaient sur le milieu agriculture, au niveau de l'agriculture, et que le consommateur ne suit pas, ça conduirait à importer plus. Donc, pensez simultanément les deux transitions. Ensuite, il ne faut pas incriminer tel ou tel type d'acteur, parce que comme je l'ai montré, tout est lié. Donc, il faut arriver, il faut coupler, ce qu'on appelle des politiques publiques nationales, mais déjà les rendre cohérentes, parce qu'on sait qu'actuellement, la future PAC telle qu'elle se dessine, elle n'est pas à la hauteur des ambitions qui sont déjà pourtant proposées par l'Europe au niveau du pacte vert. Le pacte vert va beaucoup plus loin en termes de changement de ce qu'il faudrait faire dans l'agriculture et l'alimentation, alors que la PAC est moins ambitieuse en termes d'agriculture et ignore les questions de santé et d'alimentation. Et donc, il y a déjà des cohérences au niveau des politiques publiques. Ensuite, il faut simultanément faire en sorte que les niches d'innovation qui existent au niveau des territoires, je pense en agriculture ou bien aussi dans l'alimentation, il faut justement qu'elles articulent le côté agriculture et le côté alimentation, et c'est possible dans les PAT, notamment dans les plans alimentaires territorialisés. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Merci, en tout cas, très clair. Merci beaucoup. Effectivement, on a deux questions qui sont arrivées. Une première, je vais vous donner les deux en même temps, si vous voulez faire une réponse complète. La première de Géraldine, comment le consommateur peut-il identifier les viandes bien élevées, entre guillemets, à quel label se fier? Et pourriez-vous nous en dire plus sur le rôle de la fermentation des produits dans le futur de l'alimentation, dans les régimes alimentaires durables? Alors la viande, c'est un sacré problème. Parce que autant, pour dire, je prends le lait et la viande, selon que l'élevage se fait à l'herbe ou pas, c'est 2 fois plus d'oméga 3. Donc 95% d'entre nous sommes déficients et qui jouent un rôle sur notre système immunitaire. Pour le lait, en fait, le lait bio, il s'avère que pour différentes raisons socio-techniques, les éleveurs bio nourrissent les vaches à l'herbe. Donc, le lait bio est meilleur, non pas parce que forcément il est bio, mais parce que les vaches sont nourries à l'herbe.
Par contre, pour la viande, on ne sait pas comment elle est finie. Donc actuellement, il n'y a pas de label qui permette de connaître, de savoir si les viandes sont terminées à l'herbe ou pas. Le seul label disponible, c'est le label bleu blanc cœur. Bleu blanc cœur, donc ça correspond à une filière où les animaux sont complémentés en lin, donc un aliment très riche, des graines très riches en oméga 3, et il y a une teneur garantie en oméga 3 qui double ou qui triple son les productions. À l'étranger, notamment aux États-Unis, ils ont des labels grass-fed, donc ce qui veut dire nourri à l'herbe. En Europe, ça commence à émerger, mais en France, à ma connaissance, nous n'avons pas de tel label. Voilà, pour la fermentation, ça sort de mon domaine de compétence, je ne peux pas en parler. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Une question de Stéphanie qui vous remercie pour votre présentation, qui est elle-même psychologue cognitiviste à l'INRAE, qui travaille à l'INRAE, et qui nous dit dans les faits, le consommateur n'est pas rationnel entre guillemets dans ses choix. Les choix sont drivés par le prix et par le plaisir. De plus, que veut dire durable dans la tête du consommateur? Je pense que c'est une question ouverte peut-être à tous. Je vais vous lire les questions suivantes. Une question de Claire. Bonjour, pour la transition de l'élevage français, comment le protéger face aux importations de viande de moindre qualité et à bas coût? Quelle position politique avec des accords commerciaux qui vont bien au-delà d'échanges de matières premières? Je ne sais pas aussi si c'est votre domaine. Et une troisième question sur est-ce que les Français sont-ils bien outillés pour passer à une alimentation plus saine pour eux et l'environnement? Alors, la première et la dernière question, ça tourne autour des scores. Donc, vous connaissez tous le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score qui constitue une avancée pour la qualité nutritionnelle des aliments. En même temps, vous savez qu'il est un petit peu contesté par certains parce qu'il ne tient pas compte du degré de transformation, parce qu'il ne tient pas compte du fait qu'il y a des résidus de pesticides. Voilà. Donc, c'est un milieu effervescent. Donc, actuellement, il y a une alternative qui vient du Brésil qui s'appelle l'approche Nova, qui en France se traduit par quelque chose qui est en train d'émerger qui s'appelle SIGA, qui croise une approche nutritionnelle et une approche, une approche qui tient compte du degré de transformation, hein, donc des ajouts d'additifs ou du cracking, qui sont quand même deux facteurs défavorables à notre microbiote. Il faut être très clair. Donc le problème, c'est qu'il va bientôt y avoir un éco-score, ou ça commence déjà, un éco-score, donc qui va tenir compte des impacts environnementaux. Le problème, c'est qu'il y a une profusion de labels et que le consommateur est perdu, quoi. Donc ils sont parfois redondants, mais parfois divergents. Donc il faut vraiment être un spécialiste, et donc on risque de traverser une phase de turbulence, pour que les choses se stabilisent et que le consommateur s'y retrouve. Ceci dit, fort de mon expérience personnelle, je pense qu'il y a un effort d'apprentissage à un moment donné pour prendre acte, pour prendre connaissance finalement en gros de ce que je viens de raconter, les points forts et les points faibles, et qu'une fois cette phase d'apprentissage terminée, c'est jamais terminé, mais quand même bien avancé, c'est quand même beaucoup plus simple de s'y retrouver, quoi. Pour ce qui concerne la deuxième question, il faut mettre de la cohérence dans les politiques publiques. Les accords internationaux, je pense notamment, je n'ai rien spécialement contre, mais notamment ceux qui concernent la viande, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas parce que, vous avez vu, c'est un fait établi maintenant. Nous sommes, pour certains d'entre nous, en France et en Europe, en surconsommation de protéines, et notamment de protéines animales. Donc les éleveurs ne sont pas responsables de ça. Mais déjà, privilégions l'élevage français, sans être chauvin, privilégions l'élevage français. Et donc, arrêtons d'importer. Mais ça va très loin, puisque le consommateur est complice de la désorganisation des filières sans le savoir. Par exemple, le fait de consommer des blancs de poulet et pas des arrières de poulet, de consommer des burgers, donc des pièces avant de bœuf et pas des pièces arrière, ça déstabilise les filières et c'est ça qui crée en partie les importations pour satisfaire le consommateur. Et donc, si je mangeais que des burgers, finalement, ou que des blancs de poulet, je déstabilise les filières. Il faut le savoir. Et ça, il y a une éducation du consommateur à faire. Les filières n'ont pas forcément à suivre le consommateur, parce que consommer que des blancs de poulet et que des burgers, c'est pas. Il faudrait consommer l'animal entier à l'échelle de l'année, y compris les abats. Donc là, il y a un effort de recherche à faire et un effort d'éducation considérable. D'autres questions ?
Merci Michel. Alors d'autres questions, on a une question de Mathilde sur l'avenir de l'insecte comme aliment alternatif pour les animaux. Donc je sais qu'on va avoir un intervenant qui va parler de ce sujet, mais vous pouvez dire quelques mots si vous le souhaitez. Je ne suis pas spécialiste, mais vous voyez, nous sommes excédentaires dans notre consommation de protéines. Il faut voir que les protéines, c'est coûteux à produire en termes environnementaux, surtout quand elles sont animales. C'est toujours plus coûteux en termes de surface nécessaire, bon, ça ne sera pas le cas des insectes, mais en termes de gaz à effet de serre. Donc le problème n'est pas tant de remplacer de la viande bovine ou porcine par des insectes, pourquoi pas. Le problème, parce que si on fait ça, on va encore mettre plus mal à l'aise l'élevage français, puisque nous sommes, je schématise bien sûr, mais pour des raisons de santé et d'environnement, il faudrait diviser, j'ai à la louche, par 2 notre consommation de viande. Donc comment on va faire au niveau agriculture? Les agriculteurs ne sont pas responsables. C'est toutes les filières, tous les acteurs qu'il faut mettre autour de la table, les politiques publiques pour se réorganiser. Et donc si en plus on introduit des insectes pour notre alimentation ou pour nourrir les animaux, ça ne va pas, ça ne tient pas. Nous avons suffisamment, en France, 45% des surfaces, ce sont des prairies. Il faut les conserver car elles ont des stocks de carbone importants dans le sol. Si on donne à manger, et des prairies bien conduites fournissent des protéines de qualité aussi pour les élevages. On peut avoir des élevages autonomes de protéines avec de l'herbe ou des métayers. Donc ajouter des insectes, ce n'est pas nécessaire. Sinon, ça reviendrait à maintenir le niveau de production ou de consommation de viande actuelle ou à supprimer des prairies. Il faut avoir cette vision systémique. Les prairies, ce sont mon domaine de compétences premier. Elles fournissent un tas de services. Il n'y a pas que la séquestration du carbone. Donc les supprimer, ça serait une erreur monumentale. Donc donner à manger des insectes à nous ou aux animaux, ça va aller on ne peut pas à la fois conserver les prairies et réduire nos émissions. Ce n'est pas possible massivement. Merci beaucoup pour vos questions. On arrive à la fin de la session de questions-réponses. Merci beaucoup Michel Duru pour votre intervention et vos réponses. On va maintenant explorer le sujet de la transition alimentaire durable en questionnant notre modèle agricole. Comment repenser notre modèle agricole et nos pratiques alimentaires pour assurer une transition alimentaire durable? Quel rôle peut y jouer la coexistence animale-végétale? Et pour explorer ce sujet, on a le plaisir de recevoir 3 experts pour discuter sur ce sujet. Nicolas Bricas, bonjour. Vous êtes socio-économiste, chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et vous êtes également titulaire de la chaire Alimentation du Monde à l'UNESCO. Nous recevons aussi Yves Le Morvan, bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable filière et marché à Agridé, un think tank dédié au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et vous avez notamment publié en 2020 une étude sur le flexitarisme, intitulée Flexitarisme, une opportunité pour la chaîne alimentaire, point d'interrogation. Et nous avons également le plaisir de recevoir, bonjour Faustine Badefossé, vous êtes directrice du programme agriculture de l'Institut pour une politique environnementale européenne, un think tank européen qui couvre les thématiques environnementales et climatiques de manière horizontale et contribue à une politique européenne plus en phase avec les besoins identifiés par la science. Vous pouvez activer tous les 3 vos caméras. On va commencer les échanges tous les 4 sur ce thème du modèle agricole et de la transition alimentaire durable. Je voulais commencer avec vous, Nicolas Bricas. On l'a vu précédemment avec Michel Duru, la coexistence animale-végétale ne doit pas seulement être pensée comme une simple répartition dans l'assiette en termes de protéines. Et donc j'aimerais commencer avec vous sur la nécessité de penser cette question de façon plus large, surtout lorsqu'on parle de modèle agricole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette opportunité de partager avec vous quelques réflexions de nos travaux. C'est vrai qu'on entend souvent la question animale-végétale réduite à une question de protéines. On dit qu'il faudrait réduire la consommation de protéines animales et les remplacer par des protéines végétales. Et comme je dis souvent de façon un peu provocatrice, personnellement, moi, je ne mange pas de protéines. Moi, je mange de la viande, je mange du fromage, je mange un petit peu de viande, je mange un petit peu de fromage. Et d'ailleurs, quand je mange de la viande, parfois je l'associe à des légumineuses. Quand je mange du cassoulet ou quand je pense aux saucisses lentilles ou au chili con carne, ce que je veux dire, c'est que ces aliments-là ne se réduisent pas à des protéines, d'une part.
ils apportent des tas d'autres choses, et pas uniquement nutritionnellement. C'est de la culture, c'est du goût, c'est des tas d'autres choses, et on ne peut pas réduire cette question-là uniquement à une question de protéines, comme si on était en situation de risque de manquer de protéines si on réduisait la consommation de produits animaux. Michel Duru l'a très bien dit, je voudrais réenfoncer ce clou, on est en surconsommation de protéines en France, et ce n'est pas parce qu'on va réduire un peu ou même significativement la consommation de produits animaux qu'on risque de manquer de protéines et qu'il faudrait remplacer ça forcément par des protéines végétales. C'est une façon de voir le problème qui conduit aussi à ne considérer l'animal que comme un fournisseur de viande ou de produits laitiers, alors qu'il est aussi un fournisseur de gras, qu'il est aussi un fournisseur de force de travail, qu'il est un système qui transfère de la fertilité, qu'il est dans certains pays un système d'épargne, qu'il est un moyen de vie dans les zones pastorales de millions de gens. Et donc, on ne peut pas réduire l'animal uniquement à sa capacité à fournir des produits consommés riches en protéines. Et il me semble que c'est important de replacer ça, parce que ça veut dire que si on doit réduire effectivement, pour des tas de raisons à la fois de santé, des humains et de la planète, si on doit réduire la surconsommation de produits animaux, il ne faut pas forcément les remplacer par des produits riches en protéines. On peut remplacer un plat de viande par une tarte aux épinards, sans que ça nous pose un problème particulier de santé, en tout cas chez l'adulte. C'est vrai qu'il faut être plus attentif que ça, à ça chez l'enfant. Et donc, moi, ce que j'invite, c'est à éviter d'aborder cette question-là comme une question uniquement de protéines. Merci Nicolas. Ce qui m'amène à la question effectivement sur le modèle agricole, si on pense en termes de modèle agricole, finalement, quels sont les enjeux dans ce contexte-là, quels sont les enjeux à repenser la place des productions animales et végétales dans ce modèle agricole? Si Faustine, vous souhaitez effectivement dire quelques mots là-dessus. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, effectivement, rapidement, je voulais juste refaire un état des lieux de la production agricole et aussi en Europe, parce que, comme vous nous avez présenté, on est un think tank principalement européen, même si, évidemment, la France, en tant qu'État membre, fait partie des États qu'on couvre. Je pense que oui, qu'il est important de comprendre un petit peu où on est en termes de production dans l'Union européenne. En termes de chiffres, l'agriculture est responsable de plus ou moins 10%, un peu plus que 10% des émissions de gaz à effet de serre, et 70% de ces émissions proviennent du secteur de l'élevage. En France, c'est plus ou moins 20% et 50% qui proviennent de l'élevage, et quasiment 70% de la surface agricole est utilisée pour la production animale, donc directement ou indirectement. Mais le climat n'est pas le seul souci. Il a été dit aussi par Michel Dubru qu'il faut une approche systémique. La biodiversité est dans un état tout aussi alarmant dans l'Union européenne et en France. En Europe, c'est 80% des habitats qui sont dans des conditions de conservation défavorables ou critiques. Puis depuis les années 90, on a pu voir une diminution des oiseaux des champs de plus d'un tiers, ce qui est assez alarmant. Et je ne parle pas de la situation des insectes qui est aussi critique. Et clairement, les experts, les scientifiques s'accordent à dire que l'agriculture intensive est une des causes principales de la perte de la biodiversité en Europe. Et je pense que, là, malheureusement, on ne peut pas être dans une salle à cause de cette pandémie, justement, on en souffre tous, et elle nous rappelle aussi assez violemment, finalement, que la destruction de la biodiversité peut aussi mener à des crises économiques et sanitaires sans précédent. Et d'ailleurs, le panel international d'experts des Nations Unies nous rappelle que si on veut éviter les pandémies dans le futur, il faut vraiment protéger la biodiversité et que l'élevage intensif est vu comme une cause potentielle de futures pandémies, notamment à cause de la destruction des habitats, mais aussi à cause du risque de zoonose, donc de transmission de virus de l'animal à l'homme. Donc, si on veut rester dans les limites planétaires, il est essentiel vraiment d'activer cette transition agricole urgemment et c'est nécessaire de le faire très rapidement. L'Agence européenne de l'environnement nous rappelle qu'on a 10 ans plus ou moins pour acter les changements avant d'atteindre un point de non-retour. Et c'est justement ce que le Pacte vert, ça a été mentionné par Michel Dubru, propose d'activer ces changements. Ce qui est intéressant avec le Pacte vert, c'est que c'est une approche systémique.
bon, même si le but, l'objectif in fine, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, il propose toute une panoplie de stratégies pour la biodiversité, pour la pollution, etc. Mais je pense qu'il est important de rappeler que si l'Union européenne peut fixer les règles du jeu, c'est les États membres finalement qui possèdent les clés de la réussite ou pas, et ça dépendra vraiment du bon vouloir des États membres si ce pacte vert, si on fait de ce pacte vert un succès ou non. Merci beaucoup, Faustine. On a également le flexitarisme qui a été évoqué par Michel Duru comme un levier intéressant. Et Yves Morvan, vous avez publié, vous, en 2020, une étude justement sur le flexitarisme et vous avez réfléchi à comprendre dans quelle mesure ça pouvait être une opportunité justement pour engager cette transition agricole. Et voilà, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi la coexistence animale-végétale vous semble nécessaire pour construire un modèle agricole plus durable? Merci Roxane, merci de m'inviter et de donner la parole au think tank Agridé. Effectivement, nous avons travaillé sur le flexitarisme alimentaire. Alors, le flexitarisme alimentaire va dans la longue tendance de la détransition des diètes alimentaires et dans l'objectif de végétalisation de l'assiette. C'est ce qu'a signifié tout à l'heure Michel. Alors, le flexitarisme alimentaire, c'est un phénomène un peu curieux. Il est difficilement quantifiable. Il ne fixe pas d'objectif strict. Donc, c'est vrai que dans nos esprits cartésiens, on a un peu de mal à s'y retrouver. Et pourtant, le flexitarisme alimentaire, c'est une tendance massive. Il y a une étude récente de France Agrimaire qui a évoqué qu'environ 25% de nos concitoyens en France sont flexitariens. C'est-à-dire que le flexitarisme alimentaire, la végétalisation de l'assiette, porte quand même des volumes de consommation alimentaire extrêmement importants. Alors, en quoi le flexitarisme a un intérêt par ailleurs? C'est que c'est un phénomène associatif. C'est-à-dire que par la réflexion sur l'assiette, ce que nous consommons, nous associons l'alimentation au mode de production agricole. Nous ne sommes pas dans l'interdiction, nous sommes dans l'association, et c'est pour ça que nous estimons ici dans le think tank que le flexitarisme est une opportunité pour la chaîne alimentaire. Par ailleurs, c'est un phénomène associatif aussi pour répondre aux plus grands enjeux que nous connaissons aujourd'hui, la réponse au réchauffement climatique et également les questions que nous nous posons sur la biodiversité. Donc, on peut dire que le flexitarisme, cette tendance alimentaire qui est difficile à quantifier, est un véritable levier. Si on est un peu excessif, c'est un levier pour changer le monde, individuellement et collectivement. Voilà en quoi cette tendance, finalement, est positive. Elle permet la transition agricole et, par ailleurs, d'essayer de répondre pour partie aux enjeux massifs auxquels nous sommes confrontés également. Merci beaucoup, Yves. J'aimerais qu'on explore davantage de leviers sur cette question de transition au niveau du modèle agricole. Mais avant de faire ça, j'aimerais revenir sur un enjeu majeur que vous pointez souvent du doigt, Nicolas Bricas, à savoir cette équation complexe à résoudre, à savoir comment régler la tension entre compétitivité et protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et aussi le rôle que peut jouer la recherche scientifique sur cette question? Oui, en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'agriculture dite industrielle, qui s'est traduite notamment par l'augmentation de la spécialisation agricole jusqu'au modèle extrême de la monoculture, posait beaucoup de problèmes environnementaux. Et qu'on avait, d'un point de vue environnemental, si on veut retrouver des sols vivants, si on veut retrouver de la biodiversité, on avait intérêt à rediversifier nos systèmes de production agricole. Et la question se pose de à quelle échelle il faut le faire. Dans l'absolu, si on regarde la permaculture, on est sur une diversification des produits cultivés sur l'échelle de la parcelle. Et on sait qu'il y a des tas d'éléments vertueux, tant du point de vue de la fertilisation que du point de vue de la protection des maladies, et que donc, ça serait le modèle extrême vers lequel il faudrait essayer d'aller du point de vue environnemental. Et on sait très bien en même temps que la spécialisation, c'est celle qui a permis un certain nombre d'économies d'échelle, qui a permis aussi l'affirmation de savoir-faire spécialisé dans certaines productions, et qui a été finalement un moyen de réduire le coût de notre alimentation et le coût de la production alimentaire. Et donc, on est aujourd'hui un peu tiraillé entre deux tendances. D'un côté, rediversifier
le plus proche possible de la parcelle, on va dire, jusqu'à la parcelle si possible, et de l'autre, garder une certaine spécialisation, parce que c'est aussi cette spécialisation qui a permis, par exemple, de tirer parti des conditions agronomiques, des conditions climatiques. Faire de la vigne partout en France, si on veut que tout le monde relocalise sa production de vin, par exemple, eh ben, ça va pas rendre la qualité du vin si facile à obtenir partout dans le pays. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un enjeu scientifique d'arriver à mieux travailler l'évaluation des différentes échelles de la diversification des productions. Quels sont les avantages et les coûts économiques et les inconvénients aussi en termes de valorisation des savoir-faire spécifiques qui se sont construits historiquement sur certaines spécialités. En France, pensez à la protection qu'on a des indications géographiques, comme justement un moyen de protéger un certain nombre de savoir-faire spécialisés qui se sont affirmés dans un certain nombre de terroirs. Donc, à quelle échelle, selon les échelles, est-ce qu'il faut diversifier à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation agricole, à l'échelle du village, où on aurait des éleveurs d'un côté et des céréaliculteurs ou des producteurs de végétaux de l'autre, à l'échelle du petit pays, de la région, du terroir, à l'échelle du département, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et cette comparaison me semble aujourd'hui nécessaire à faire pour arriver à trouver des compromis. Et je pense qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas d'intermédiaire unique. Cette échelle intéressante, il faut la calculer, il faut l'évaluer zone par zone, terroir par terroir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que, Yves, vous travaillez au sein de votre think tank à identifier aussi des leviers pour accompagner l'évolution de la filière agricole? Est-ce que, pour répondre à cette équation que vient de décrire Nicolas Bricas, est-ce que la coexistence animale-végétale fait partie de ces leviers pour répondre à cette question? Et est-ce que vous en avez également identifié d'autres? Oui, Nicolas a raison. Il y a tension entre le questionnement économique et les questions plus globalement écologiques. Ça génère d'autres tensions d'ailleurs. Ça génère par exemple la tension entre la rémunération due aux agriculteurs, le prix des produits, et ce que les consommateurs acceptent de payer pour acheter ces produits. Ça produit également ça. Non, un élément de réponse, on est sur une ligne de crête. C'est une question évidemment de politique publique. Donc on peut parler de la politique agricole commune qui est toujours critiquée. Le jour où la chasse sera interdite, eh bien, il y aura au moins un bénéficiaire, c'est la PAC ne sera plus chassée. Alors j'ai deux mots sur la PAC qui est en train d'être négociée actuellement, sur un rythme qu'on peut toujours estimer trop long. Et on peut estimer que dans les éléments de négociation actuels, il y a pour partie des éléments de réponse. Après, on peut évidemment débattre de la rapidité, du rythme et du calendrier d'atteinte des résultats. Mais dans la PAC qui se profile aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les éco-régimes, c'est-à-dire une sorte de conditionnalité renforcée de versement des soutiens aux agriculteurs en fonction de modes de production. Et ce qui me paraît vraiment intéressant dans ces éco-régimes, c'est que pour la première fois, sur le plan politique, me semble-t-il, on dit que tous les agriculteurs éventuellement ne seront pas éligibles aux différents types de soutien. Donc il y a là une vraie rupture entre la PAC d'avant et la PAC qui est en train de se profiler. Dans ces éco-régimes, on traite d'investissements agro-environnementaux, de certification environnementale, de modes de production, et on glisse progressivement d'obligations de moyens à des obligations de résultats. Donc peut-être que cette PAC, de façon peut-être un peu sous-marine, on ne le voit peut-être pas assez, est en train de profiler ce qui sera plus adapté pour le futur, c'est-à-dire une politique agricole qui sera plus en liaison avec les souhaits de consommation, la réponse aux grands enjeux. J'ajouterais que pour que ça soit parfait, alors dans les exemples qu'on peut citer, il y a par exemple évidemment le plan protéines, l'alimentation des animaux, l'autonomie fourragère, etc. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent aller dans le bon sens. Mais peut-être que si on regarde le modèle des filières bio, qui est toujours un précurseur intéressant, c'est que ces mesures publiques soient associées avec l'intérêt du marché. Une des conditions de réussite de la bio, c'est que le consommateur privilégie l'achat des produits bio parce qu'il estime que ça rétablit un lien de confiance entre sa santé et sa consommation. Il y a d'autres visions futures qui pourraient intéresser le consommateur, c'est notamment le soutien à une agriculture décarbonée. Donc voilà, la politique agricole avance, certainement très lentement, trop lentement,
mais elle profile des éléments de réponse. Merci beaucoup Yves. Je vais passer la parole maintenant à Faustine Wadefossé. Vous l'avez rappelé précédemment, le cadre législatif européen est évidemment central pour l'évolution du modèle agricole en France. Et comment selon vous la PAC, dont les débats effectivement ont lieu cette semaine en ce moment même, ou d'autres outils comme le pacte vert peuvent faire effet de levier et est-ce que cette question effectivement aussi de coexistence animale-végétale fait également partie des discussions? Oui, merci. Alors, effectivement, la PAC est en train d'être finalisée, enfin l'accord est en train de finaliser à l'heure où on se parle, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yves sur l'ambition et ce qui sera proposé in fine dans le cadre de la PAC, parce que si effectivement ce qu'a proposé la Commission est une piste intéressante, cette obligation de résultats au lieu d'une obligation de moyens, les éco-régimes, etc., ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les États, dans le cadre des négociations, et le Parlement, d'une certaine manière, sont en train de détricoter ce qui a été proposé par la Commission européenne. Et au final, on aura à nouveau, comme en 2013, une coquille vide sur la table qui ne répondra pas du tout aux enjeux que j'ai mentionnés précédemment. Mais je voudrais juste revenir rapidement sur le pacte vert. Parce que il y a une stratégie qui a été proposée donc, dans le cadre du pacte vert, qui est la farm to fork, donc de la ferme à la fourchette, je ne sais pas si c'est la traduction officielle en français ou pas, qui contient justement des pistes pour la transition vers moins de consommation de protéines animales et plus de protéines végétales, même si je Bricasse n'aime pas trop cette terminologie. Donc, elle insiste sur le besoin de transiter vers un régime moins carné. Elle ne fixe aucun objectif chiffré en termes de réduction dans la consommation et la production de produits d'origine animale, mais elle évoque 4 pistes qui, je pense, sont intéressantes. Déjà, la première, c'est d'augmenter la disponibilité des sources alternatives végétales, et ça ne peut pas se faire sans la PAC, manifestement. Elle mentionne le besoin aussi d'évaluer les paiements couplés dans les plans stratégiques nationaux qui découleront de la PAC sur la base de critères de durabilité. C'est très intéressant et très important puisqu'aujourd'hui, une grande partie des paiements couplés dans le cadre de la PAC vont à l'élevage et il n'y a aucun critère environnementaux qui sont attachés à ces paiements. On se retrouve aussi avec des paiements qui peuvent mener à une certaine intensification. Elle promet aussi de réviser la politique de promotion de l'Union européenne pour soutenir les productions animales les plus durables. C'est aussi intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, cette politique de promotion tente à soutenir à plus de 30%, je crois, est ciblée sur des produits d'origine animale, alors que 19% seulement sont ciblés vers des produits d'origine végétale. Et enfin, elle promet d'obtenir des engagements du secteur de l'agrobusiness pour mettre en œuvre des actions concrètes liées à la santé et à la durabilité et mettre notamment un terme aux campagnes de publicité pour des viandes à des prix particulièrement bas. Et je pense que c'est intéressant aussi de soulever ici que c'est aussi une demande des consommateurs européens, parce qu'il y a un eurobaromètre qui a été publié, je crois, l'année dernière, où 79% des participants à cet eurobaromètre déclaraient que les campagnes de marketing et de publicité qui ne contribuent pas à faire la promotion d'une alimentation durable et saine devraient être fortement limitées. Mais je voudrais conclure ici, c'est que malheureusement, cette stratégie, même si les points que j'ai mentionnés ici sont des pistes intéressantes, ça reste une stratégie politique. Elle n'est absolument pas contraignante et donc il faut qu'elle soit reprise par des instruments législatifs ou alors qu'elle soit mise en œuvre par le biais de la PAC, qui est quand même un instrument financier assez conséquent. Et malheureusement, comme je l'ai mentionné au début, il semblerait que les États ne le voient pas de cet œil-là et particulièrement, j'aurais juste finir par un point en particulier qui est assez révélateur. Les États ont refusé de faire un lien direct entre les objectifs du pacte vert et la PAC et de traduire ces objectifs dans leurs plans stratégiques nationaux. Donc c'est quand même un mauvais début. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la session de questions-réponses. Je crois que Julie, on a une première question qui est arrivée dans le chat. Oui, alors une question certainement pour Faustine, pour rebondir avec ce que vous venez de dire. Quelqu'un demande, faut-il augmenter du coup le prix de la viande afin de le rendre moins accessible ?
C'est une question assez intéressante. Nous, on part plutôt du principe qu'il faudrait rendre plus accessibles et moins chères les alternatives plus durables, parce que à l'heure actuelle, c'est pas forcément le cas. Et puis il n'y a pas que la question du prix, il y a aussi une question qu'on appelle, alors je sais pas comment on traduit ce concept en français, mais l'environnement. Donc il n'y a pas que la question du prix, il y a aussi l'accessibilité. Et il faudrait rendre plus facilement accessibles, clairement, les alternatives durables. Ça passe pas forcément par une augmentation du prix des alternatives moins durables, mais en tout cas rendre plus facile le choix aux consommateurs. D'accord. Et du coup, dans la même veine, quelqu'un demande, notre alimentation est complètement drivée par les grands groupes industriels et distributeurs, mettant en avant des produits ultra transformés, comme ce qui a été dit précédemment, et j'imagine plutôt pauvres en qualité nutritionnelle. Comment voyez-vous le moyen de faire changer cet univers qui se situe entre l'agriculture et le consommateur? Je ne sais pas si cette question est pour moi ou pour tout le monde. Je pense que c'est pour tout le monde. L'ensemble des Oui. bien sûr. N'hésitez pas à réagir. Il me semble qu'on a effectivement bien une question de gouvernance de nos systèmes alimentaires. Les consommateurs ou les citoyens se sentent complètement dessaisis du débat sur la question agricole ou sur la question alimentaire, qui est dans les mains à la fois des professionnels agricoles, dans les mains aussi des grands acteurs du système alimentaire, que ce soit dans la transformation, dans la distribution, et puis maintenant, nouvel acteur dans le numérique, et qu'on a besoin de redonner des espaces de co-construction de nos modèles alimentaires du futur avec les citoyens, et pas simplement des citoyens en tant que consommateurs qui font des choix par rapport à ce qu'on leur offre, mais des citoyens qui ont le droit de comprendre les enjeux, qui ont le droit de reprendre la parole et de participer à la construction de politiques. Comment ça peut se faire? Aujourd'hui, se multiplient des espaces locaux de concertation et de co-construction de politiques alimentaires territoriales, que ce soit à l'échelle de communautés de communes au travers des projets alimentaires territoriaux par exemple, que ce soit à l'échelle de villes ou d'agglomérations ou de métropoles, les politiques alimentaires de métropole, dans lesquelles ce qu'on voit, c'est émerger une gouvernance plus équilibrée, dans laquelle on va retrouver effectivement les acteurs du système alimentaire, les acteurs de l'offre, agriculteurs, transformateurs, etc. Mais on va y trouver aussi des citoyens et on va y trouver des professionnels de la santé, de la nutrition, de l'environnement, de la recherche, etc. Et il me semble que l'émergence de ces gouvernances alimentaires territoriales construisent en fait un nouveau type de rapport de force à l'intérieur de ceux qui décident aujourd'hui de l'avenir de la politique agricole et de la politique alimentaire. Avec le groupe IPES Food, on a beaucoup accompagné des dizaines d'associations de la société civile européenne dans l'idée de construire une politique alimentaire européenne distincte de la PAC, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, le rapport de force dans la négociation de la PAC rend extrêmement difficile un véritable changement de système, et qu'il faut construire une politique alimentaire européenne qui ne soit pas uniquement une question de débouché de l'agriculture, c'est aujourd'hui la façon dont la PAC considère l'alimentation comme un débouché, mais qui soit au carrefour des enjeux de santé, des enjeux culturels, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, bien évidemment, et que cette construction de politique alimentaire européenne doit se faire sur la base, justement, des formes de gouvernance territoriale qu'on a vues et qu'on voit émerger. On a commencé à faire travailler des collectivités territoriales dans différents pays européens avec la Commission pour montrer à quel point ces gouvernances locales sont porteuses, en particulier des revendications des citoyens. C'est intéressant de regarder, il y a eu une tentative en France d'une sorte de convention citoyenne pour l'agriculture dans la négociation de la PAC. Et c'est très intéressant de voir quand des citoyens tirés au sort sont confrontés avec des experts, prennent le temps de pouvoir s'informer, de pouvoir comprendre les enjeux agricoles, et quand on voit les recommandations qui font remonter aux politiques, on voit qu'on est très très loin des recommandations qui sont aujourd'hui portées par les grands acteurs de l'agriculture. Et donc on a besoin de faire davantage valoir les préoccupations des citoyens et les propositions des citoyens qui ont travaillé, réfléchi, échangé, discuté, débattu sur ces questions-là.
et qui sont aujourd'hui porteuses d'autres façons de concevoir les systèmes alimentaires de demain. Je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Nicolas, qui est à la société civile, mais il y a également les responsabilités collectives ou individuelles. Il faut souligner qu'en termes de, si on calcule en termes de gaz à effet de serre, le gaspillage, c'est un tiers du coût finalement de l'alimentation en matière de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a chacun une responsabilité individuelle, collective, associative ou plus globale à porter. Nous ne sommes pas si diminués que ça en matière de levier. Il y a de très grands acteurs, bien sûr. Il y a aussi, en dehors des grandes politiques qui sont décidées par des acteurs qui peuvent être critiqués, un cheminement où chacun a sa propre responsabilité. Le gaspillage agricole et alimentaire, c'est également un élément clé de l'évolution, je dirais, du poids de l'assiette et de l'agriculture par rapport aux grands enjeux de biodiversité, de santé et de climat. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive malheureusement à la fin de la session de questions-réponses. Merci Nicolas Vricas, Faustine Badefossé et Le Morvan pour votre présence et votre partage. On va maintenant enchaîner sur la deuxième partie de ce webinaire interactif. On va effectivement assister à 3 pitchs de 5 minutes sur 3 thèmes différents liés à la thématique de la transition alimentaire durable et avec l'angle de la coexistence animale-végétale. Et à l'issue de ces 3 pitchs, vous pourrez ainsi choisir l'atelier de votre choix en fonction de votre intérêt et des contenus des pitchs pour poursuivre les réflexions avec les intervenants et les participants. Alors, vous inquiétez pas, pour rejoindre les ateliers, on va vous communiquer à l'issue de la série de pitch dans le chat 3 liens pour accéder aux salles virtuelles dédiées aux ateliers. Et vous aurez également un compte-rendu qu'on vous enverra quelques jours après cet événement avec une synthèse de l'ensemble des ateliers. Donc, comme les ateliers sont en simultané, vous aurez aussi la synthèse des échanges qui a eu lieu dans les autres ateliers. Alors, je vous propose de commencer sans plus attendre avec Maëva Guillier, qui est chargée de mission à la Chambre d'agriculture du Grand Est, en charge des programmes européens Arpège et Partage. Bienvenue Maëva, vous pouvez allumer votre caméra et c'est à vous, vous avez 5 minutes. Bonjour, merci Roxane. Donc effectivement, je suis chargée de mission dans le service innovation, recherche, développement de la Chambre régionale d'agriculture Grand Est. Et donc du coup, on l'a compris avec les précédents discours. La clé de voûte, c'est bien la diversification des productions. Et bon, je parle pour ma région. En fait, en Grand Est, on est quand même déjà une région aux diverses productions agricoles, que ce soit sur des systèmes de polyculture ou des systèmes d'élevage. Et en fait, on peut constater effectivement cette spécialisation des systèmes qui était engendrée justement pour diminuer les coûts et augmenter la production, pour répondre à la demande alimentaire. Mais il y a aussi cette notion de temps de travail des agriculteurs. Et donc, c'est aussi tout ce modèle, toute cette triple durabilité qu'il faut intégrer pour améliorer nos systèmes. Et donc, sur le territoire, ce qu'on a pu constater en Grand Est, c'est une dépendance aux intrants, donc que ce soit sur les fertilisants ou l'alimentation animale, avec des tourteaux de soja OGM importés de l'étranger. Des impasses aussi techniques et évolutions réglementaires concernant notamment les systèmes de culture ou cette spécialisation aussi et cette diminution des rotations, la succession de cultures sur les exploitations engendre aussi des résistances aux mauvaises herbes par exemple et des évolutions réglementaires concernant la diminution de produits phytosanitaires par exemple. Et une demande sociétale aussi en évolution sur des produits tracés, des produits non OGM. Donc il y a ce souffle en fait qui est impulsé aussi par le consommateur qu'il faut intégrer dans nos systèmes pour pouvoir les optimiser et du coup répondre aussi à cette durabilité et améliorer nos systèmes. Et l'intérêt en fait de la polyculture et de l'élevage sur notre territoire, c'est des synergies qui peuvent être opérées entre ces deux systèmes puisqu'ils sont fondamentaux. Notamment pour boucler le cycle des nutriments, c'est-à-dire que tout ce qui est éléments tels que l'azote, le phosphore, le carbone, le but étant de pouvoir favoriser les synergies entre les cultures pour boucler ce cycle et avoir un territoire qui, si je puis dire, fermé, où on n'a pas d'exportation et du coup demande de recourir en fait aux intrants chimiques, notamment de synthèse.
Ça permet également d'être plus résilient face aux aléas, qu'ils soient climatiques par exemple, c'est-à-dire que les systèmes vont pouvoir rééquilibrer en fonction des besoins et des ressources qu'on a disponibles sur le territoire, et de réduire également l'utilisation des intrants de synthèse, je viens de le parler, mais aussi diminuer les risques d'érosion, notamment avec l'introduction de prairies, etc. Alors du coup, je voudrais repartir sur ce cycle de l'azote, parce que je vais parler plus particulièrement de l'azote. Donc si on considère un territoire, donc là je vais plutôt parler à l'échelle de l'exploitation, de polyculture élevage, on a des cultures où on va apporter de l'azote, qui soit minéral par exemple, et cet azote minéral peut être volatilisé au moment des apports, ce qui constitue une sortie du cycle. Donc là, on va travailler justement à limiter ces pertes. Mais ces pertes peuvent être également dans l'eau, pas seulement dans l'air. Donc là, on parle de lixiviation, c'est des termes un peu techniques, mais se constituent les deux portes essentielles de sortie d'azote sur notre cycle. Par ailleurs, si on a un atelier d'élevage sur l'exploitation, on va permettre de rapporter de l'azote organique sur les cultures. Donc cet azote peut aussi être volatilisé sur l'exploitation d'élevage, mais ça permet justement de diminuer les apports d'azote minéral en apportant de l'azote organique qui, lui, grâce au carbone dans les sols, va pouvoir aussi être stocké dans les sols. Donc là, ça constitue aussi justement ce bénéfice entre les complémentarités qu'il peut y avoir sur la culture et l'élevage. Donc si on avance un petit peu sur le cycle de l'azote, on peut aussi avoir une entrée d'azote, si je puis dire, gratuite dans les systèmes grâce à la fixation symbiotique sur les cultures, donc notamment les cultures de légumineuses comme le soja, la lentille, où là on a des cultures qui sont capables de capter l'azote de l'air et donc de faire rentrer de l'azote gratuitement dans les systèmes. Bon, je suis désolée, on ne voit pas très bien, il y a des superpositions de police. Donc du coup, si on poursuit, en fait, sur les projets que sont Partage et Arpège, on s'est posé différentes questions. C'est la slide juste avant, pardon. Donc c'est dans un premier temps comment limiter les pertes à l'échelle d'un territoire, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. C'est une question aussi environnementale, mais économique aussi pour les exploitants. Faut savoir que s'il apporte de l'azote, le but n'est pas non plus de. Enfin, c'est aussi les pertes sont aussi économiques. Ce n'est pas d'apporter de l'azote de manière trop importante et du coup de se voir perdre dans les milieux naturels. On s'est posé une deuxième question, c'est justement la place de ces cultures, le soja, la lentille, la févrole, donc des cultures qui ont leur place dans les systèmes de culture, notamment pour l'apport d'azote, mais aussi par rapport à ces constats sur des problématiques de résistance, comme je disais, sur les mauvaises herbes, donc des bénéfices par rapport à ces cultures légumineuses. Mais si on introduit des nouvelles cultures, la question c'est de comment les valoriser. C'est-à-dire, est-ce que c'est via l'alimentation humaine, via l'alimentation animale, et comment optimiser aussi cette ressource d'azote organique que constituent nos ateliers d'élevage. Et donc, du coup, sur ces deux questions, elles se relient bien, c'est comment créer du lien entre céréaliers et éleveurs, c'est-à-dire, d'une part, on a la ressource végétale, et d'autre part, on a des ressources, notamment de matière organique, sur les ateliers d'élevage, et de pouvoir faire correspondre les besoins aux ressources. Et donc, du coup, pour vous présenter juste un petit bout des résultats, donc c'est la slide suivante, on travaille à la création de liens entre céréaliers et éleveurs sur le territoire du Grand Est. Donc, on a 3 zones d'études plutôt typées entre des zones plutôt élevage et plutôt céréalières. Le but étant de rapprocher les éleveurs et les céréaliers pour augmenter l'autonomie protéique et énergétique des élevages du Grand Est et aussi répondre à des besoins de valorisation de nouvelles cultures des céréaliers. Et donc sur cette enquête, on a différents atouts en fait qui ont été cités, que ce soit donc c'est l'animation suivante. Que ce soit sur un aspect social très prégnant, sur la confiance, la durabilité des échanges entre céréaliers et éleveurs. Ça peut être en termes de matières qui sont échangées, de la main-d'œuvre, qui permettent par ailleurs d'augmenter l'autonomie fourragère des exploitations et de diminuer les intrants azotés pour une meilleure valorisation. Alors, tout cela, c'est bien, on impulse des nouvelles pratiques, des coopérations entre céréaliers et éleveurs, mais finalement, quelle valorisation économique on peut en tirer également pour les agriculteurs,
Faut construire aussi des filières porteuses, notamment pour les nouvelles cultures. J'en ai parlé juste précédemment sur les légumineuses. De pouvoir faire le lien avec l'ensemble des acteurs des filières de l'amont à l'aval, tout en sachant que c'est vraiment tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs jusqu'aux consommateurs, qui ont leur responsabilité dans ces complémentarités, dans cette diversification alimentaire. Et ça, différents leviers en fait, peuvent être mis en place, notamment sur les différents cahiers des charges. On a parlé de labels tout à l'heure. Ça peut être des produits non OGM, des filières de qualité, Système U, Bleu Blanc Cœur, on en a parlé également, et des appellations d'origine protégée, pour pouvoir pousser. Mais de là, il va falloir valoriser et répartir la valeur ajoutée de ces différents produits sous label pour pouvoir justement assurer aussi un revenu convenable pour les agriculteurs. Merci beaucoup Maëva. Donc les échanges de votre atelier, l'atelier numéro 1, portera sur la question suivante. Comment faciliter les collaborations avec les acteurs de l'amont et de l'aval pour renforcer les synergies animales-végétales afin d'accroître la résilience des systèmes agricoles et des territoires. Je vous mettrai à l'issue des pitchs toutes les 3 thématiques des questions pour faire votre choix. Donc ne vous inquiétez pas, je vais passer maintenant la parole à Aurélie Zunino, qui est coordinatrice du projet Je mange pour le futur à la chaire ANCA en groupe Paritech. Bienvenue Aurélie, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On a effectivement beaucoup parlé ce matin de la transition, des enjeux pour la transition alimentaire durable, et derrière cet enjeu, il y a aussi la question de savoir comment on arrive à engager les citoyens, les consommateurs, comment on arrive à bien communiquer auprès d'eux pour adopter une alimentation durable. Quels sont les freins et leurs attentes, et c'est toutes ces questions qu'on essaye de s'emparer à la chaire ANCA et qu'on a voulu s'emparer à travers ce projet Je mange pour le futur. Alors, quelques mots rapidement sur ce qu'est la chaire ANCA. C'est une chaire partenariale d'AgroParisTech qui a pour but de mieux comprendre les comportements alimentaires en développant notamment et en engageant les consommateurs à travers des programmes digitaux innovants de médiation et de communication. Et l'un des derniers programmes que nous avons produit était donc Je mange pour le futur, donc un programme immersif entre fiction et réalité qui a été développé à destination des 18-35 ans et entièrement diffusé sur Instagram pendant 3 mois, donc de mars dernier à jusqu'à il y a dimanche, donc c'est tout chaud. Et c'était un projet qui avait 2 objectifs, à la fois d'accompagner les consommateurs dans la compréhension de ce qu'est une alimentation durable et aussi de leur donner des clés très concrètes de comment adopter cette alimentation au quotidien. Donc, je disais que c'est un programme entre fiction et réalité puisqu'il avait pour but de suivre un personnage fictif, à savoir Sacha, une jeune femme de 26 ans que vous voyez représentée ici, qui a décidé de repenser le contenu de son assiette pour agir à son échelle pour la planète, et donc de mener une enquête sur l'alimentation durable qu'elle va entièrement documenter sur son compte Instagram que vous pouvez voir ici sur la droite. Donc, un personnage fictif, mais qui allait à la rencontre d'acteurs bien réels, à savoir des scientifiques pour en savoir mieux sur ce qu'est une alimentation durable, mais aussi des acteurs de la filière, et qui partage l'intégralité de son enquête à travers des contenus assez différents et variés, pédagogiques, que ce soit des interviews ou des infographies. Donc, pour ce programme, on l'a vraiment co-développé avec un panel de chercheurs qui travaillent sur cette question, et l'objectif, c'était vraiment d'explorer l'un des leviers à la portée du consommateur, qui est de savoir mieux rééquilibrer sa consommation de produits animaux et de produits végétaux, de mieux diversifier son alimentation et d'aborder une certaine sobriété alimentaire en réduisant le gaspillage alimentaire. Donc, ce programme avait vraiment pour but de faire que Sacha soit un petit peu le reflet des questionnements des consommateurs, et au travers de ces 12 semaines d'enquête qu'elle a pu mener, on a pu aborder des questions de savoir comment on pouvait manger moins de viande mais en consommer mieux, comment on pouvait concilier une alimentation durable aussi avec un petit budget. Donc, on a choisi de cibler la cible des millennials, des 18-35 ans, pour diverses raisons. Déjà, cette période d'âge est assez propice à des changements de comportement alimentaire. C'est des moments où on passe du statut d'âge adulte, on a les premiers enfants, où on est
On passe du statut de jeune actif, donc beaucoup de changements pendant cette période de temps. Et puis aussi, les 18-35 ans, c'est une population qui va compter en nombre, qui sera aussi nombreuse que les baby-boomers et qui représenteront les 3/4 de la population active en 2030, donc qui auront un impact, un pouvoir d'achat et donc un impact potentiel sur l'offre et qui seront véritablement les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Mais je pourrais y revenir si vous voulez plus d'informations. Je voulais vous partager aussi 3 leviers, donc 3 ingrédients qu'on a pu utiliser pour justement communiquer auprès des consommateurs. Un premier qui est plutôt d'ordre méthodologique, je dirais, qui était vraiment cette idée de vraiment co-construire le programme avec la cible, de vraiment comprendre au travers des audits quels étaient un petit peu leur rapport à l'alimentation, leur perception d'une alimentation durable. Et aussi, pour produire un programme qui correspondait vraiment à leurs attentes, on a pu faire des ateliers de co-design. Donc, vraiment de mettre l'utilisateur au centre du dispositif. L'un des autres leviers qu'on a pu utiliser, c'est le storytelling. Alors, j'ai un peu mentionné qu'on avait effectivement utilisé la fiction. L'idée, c'était vraiment de suivre ce personnage fictif, Sacha, qui incarne un petit peu cette génération pour véritablement engager. Elle partageait sur son compte Instagram un peu son quotidien. Donc, l'idée, c'était d'engager à travers une histoire, comme on pourrait suivre une série et de se reconnaître dans ce personnage. Et on a aussi utilisé, c'est la diapositive suivante, utilisé les réseaux sociaux. Donc, on a utilisé Instagram véritablement comme média de diffusion. C'est que c'est un média qui est très plébiscité par notre cible. Donc, l'idée, c'était de leur proposer un contenu qui soit pertinent scientifiquement et aussi dans sa forme. Et c'est un média aussi qui permet énormément d'interaction entre pairs, mais aussi entre nous et la communauté. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais on a pu agréger une communauté de plus de 12 000 personnes. L'un des autres leviers qu'on a pu utiliser, c'était aussi le fait d'apporter des solutions très concrètes à la portée de tous et montrer que végétaliser son alimentation, c'était pas que du négatif en réduisant la part de viande dans son assiette, ça pouvait être aussi une ouverture vers de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Mais on l'a dit, par exemple, que la consommation de légumes secs était très faible en France, mais c'est aussi l'idée de pouvoir donner aux consommateurs des savoir-faire et des idées pour les consommer et pour les intégrer un petit peu plus facilement dans son répertoire alimentaire. Et donc voilà, le programme était vraiment basé sur des conseils très pratiques. L'idée aussi pour nous, c'était vraiment de pouvoir mesurer l'impact de ce programme. Donc, le programme vient de se terminer, donc cette évaluation est en cours. Mais à travers ce programme, vraiment, c'est l'idée d'identifier quels sont les leviers pertinents pour parler aux consommateurs, pour mieux en savoir sur leur comportement alimentaire face à l'alimentation durable et identifier des nouveaux leviers d'influence. Donc, les résultats permettront de nourrir plus grandement les réflexions sur les enjeux de comment on peut réussir à mieux engager et communiquer auprès du consommateur sur cette transition. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie. Donc, les échanges de votre atelier, l'atelier numéro 2, portera sur la question suivante, sur effectivement le volet consommateur, accompagnement du consommateur. Quel levier actionner pour accompagner le passage à l'action des consommateurs et faire évoluer les comportements alimentaires vers la durabilité. Donc, ce sera l'atelier numéro 2. Et pour finir notre série de pitch, je vais maintenant laisser la parole à Christophe Lavelle, qui est chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. On va parler avec lui pratique culinaire et gastronomie. Bienvenue Christophe, c'est à vous, vous avez 5 minutes. Oui, merci. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'interviens un peu avec une double casquette qui est celle du scientifique au Muséum CNRS et INSERM, en l'occurrence, on fait pas mal de recherche médicale aussi au laboratoire, et celui de formateur à l'INSPE pour les professeurs de cuisine, donc où j'effectue la plupart de mes enseignements. Et justement, cette frontière m'intéresse entre la compréhension de notre système alimentaire et puis la composante finalement technique, voire même artistique, de la cuisine et tout l'intérêt qu'il y a à former la future génération de formateurs en cuisine, justement sur ces questions alimentaires qui sont liées à notre santé et à l'écologie. J'ai mis animal végétal dans le titre et microbe, parce que c'est bien, on en a déjà parlé tout au long de la matinée, c'est une très bonne chose. En l'occurrence, c'est le sujet de notre laboratoire, parce qu'on travaille sur les boissons fermentées, notamment le kéfir, une boisson à la mode pour différentes raisons. Donc, je pense que c'est vraiment cette trilogie qu'il faut garder en tête. Alors, bien sûr, dans la suite du propos, je vais accentuer sur cette dichotomie animal-végétal.
Donc, si on prend la diapo suivante, on voit bien que, évidemment, en travaillant en muséum, on a forcément cette vision, et je remercie François Colomban dans l'introduction d'avoir rappelé notre passé évolutif de plusieurs centaines de milliers d'années dans lequel on s'inscrit et qu'on doit garder en tête quand on réfléchit à notre alimentation d'aujourd'hui. Une alimentation ne peut jamais être une alimentation de rupture, il y a toujours un continuum, il faut prendre en compte notre passé et notre actualité biologique et physiologique. Et évidemment, de ce point de vue-là, l'homme, le primate que nous sommes, nous avons toujours été omnivores. C'est constitutivement, nous sommes omnivores. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on voit émerger des régimes très extrêmes qui font fi justement de cet omnivorisme pour différentes raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir dans les différents débats. Mais le fait est que biologiquement, nous sommes à la fois adaptés à tout et finalement mal adaptés à tout, mais c'est justement cette maladaptation qui nous oblige à aller puiser dans une alimentation la plus variée possible. Alors, quand on a dit ça et qu'on a une assiette comme ça sous les yeux diverses, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, on est très très loin du régime paléo. Et ça aussi, ça a été mentionné, tout ce qui est produits transformés, et même les céréales et tous les produits laitiers, etc., sont un apport assez récent finalement de notre alimentation à l'échelle de l'évolution. Mais il est clair que dans cette évolution de l'assiette, il y a quand même toujours cette coprésence de produits animaux et végétaux qui semble important pour un régime équilibré. Du coup, dans la diapo suivante, on voit qu'effectivement, si on tend à aller jusqu'à la préhistoire, si on jette un œil plus récent dans l'histoire récente en citant Brillat-Savarin, dès le départ, et je veux bien qu'on avance dans la diapo, comme ça on va tout mettre, on va tout avoir sous les yeux d'un seul coup, pour mettre la diapo complète. Dès le départ, Brillat-Savarin avait positionné notre alimentation avec un double objectif, qui est celui de la conservation, donc la santé, et puis celui du goût. Quand même, pas oublier le plaisir de manger, qui est fondamental. Et pareil, Nicolas Bricas a insisté aussi sur cet aspect culturel, mais aussi hédonique de l'alimentation qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, si Brillat-Savarin écrivait sa physiologie du goût, il aurait sans doute rajouté dans sa liste de disciplines, il mentionnait l'histoire naturelle, hein, c'est-à-dire la bio, et puis la physique et la chimie et la cuisine, il aurait rajouté évidemment l'écologie, puisque c'est une discipline essentielle pour gérer nos systèmes alimentaires et les orienter du mieux possible. Donc il y a la question de la ressource qui revient de plus en plus. Et quand on regarde cette dichotomie animal-végétal, effectivement, on a une interaction vertueuse, en tout cas dans un monde idéal, hein, entre ce que va produire l'animal et produire le végétal, déjà en termes de nutrition, donc si on reprend les mots-clés de Brillat-Savarin, d'un côté on a des protéines, des lipides, des vitamines, notamment B1, B3, B6, B12, du fer, du zinc et des autres minéraux. Et puis du côté végétal, on va plutôt aller chercher aussi les protéines, mais aussi les lipides, et puis surtout des glucides, d'autres types de vitamines, type vitamine C, et d'autres types de minéraux, calcium, et puis des fibres. Ça, c'est pour la partie nutrition. Après, pour la partie agriculture, la co-exploitation animale-végétale est aussi vertueuse dans le sens que les rejets de l'un vont nourrir l'autre. On sait bien que le fourrage, que ce soit plutôt en silage, pour revenir sur les aliments finalement fermentés, où le foin va permettre de nourrir les bêtes. Les bêtes nous redonnent de l'azote sous forme de fumier ou de lisier qui vont permettre d'amender les sols. Donc tout ça paraît relativement vertueux. Et on ajoute le volet, qu'il ne faut pas oublier, le volet goût, où d'un côté, au terme de consommateur, on va plutôt aller chercher le gras, l'umami, et puis de l'autre côté, le sucre, l'acide, la mer et autres types de saveurs. Il y a un élément qui est venu un peu perturber tout ça plus récemment, en tout cas plus récemment, je parle en termes de thématiques très occidentales, on va raisonner à l'échelle de la France pour le moment, ce sont les insectes qui viennent se rajouter au débat. Alors évidemment, là je les ai mis entre l'animal et le végétal. Alors d'un point de vue naturaliste, les insectes sont des animaux, il n'y a aucun doute, mais c'est vrai que dans l'imaginaire commun, on a une espèce de truc un peu hybride, qui a quand même en termes de sensibilité et de bien-être, on est quand même beaucoup moins sensible, beaucoup moins préoccupé par le ver de farine que par l'agneau. Mais on a donc une possibilité avec un élevage de cette espèce d'insectes qui va d'un côté soit nous nourrir directement et donc participer à notre conservation et au goût, etc., ou soit va avoir un rôle par l'intermédiaire de l'élevage et de l'agriculture, d'un côté en donnant des farines protéinées éventuellement à destination des animaux d'élevage, pour l'instant plutôt la pisciculture, et d'autre côté les déjections qui donnent des engrais azotés pour les végétaux. Donc tout ça participe au débat et du coup, diapo suivante. Évidemment, ça c'est dans un monde entre guillemets
idéal où il y aurait un bel équilibre entre tout ça. Mais si on voit ce qui fait un peu le buzz, comme on dit aujourd'hui, c'est une vision beaucoup plus futuriste. Ceci étant futuriste, mais qui est déjà en débat depuis plus de 100 ans. Je vous cite ici le discours de Marcelin Berthelot au banquet de la Chambre syndicale. Il parlait déjà de la chimie qui allait nous sauver grâce à la fabrication des produits alimentaires et qu'on allait ainsi pouvoir se passer complètement des animaux et éviter le carnage et la destruction des créatures vivantes. Donc, c'est un vocabulaire très vegan d'aujourd'hui et c'était il y a plus d'un siècle. Or, effectivement, quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit qu'il y a des fermes monumentales. Là, je vous cite un exemple d'élevage de porcs avec une estimation, c'est 2 millions de porcs par an qui sortent de ce type d'usine à viande. De l'autre côté, il y a des fermes verticales pour les végétaux. Et tout ça, et on peut rajouter les 2 flèches qui manquent, nous amène d'un côté vers ce qu'on appelle le simili-carné, qui est une manière de mimer les produits animaux pour les gens qui décident, pour diverses raisons, de se passer de l'animal, mais quand même, en termes de goût, en termes d'aspect, en termes de saveur, ils essayent de retrouver ce qui était des marqueurs des produits animaux. Donc, à partir de matières végétales, on va fabriquer du produit simili-animal. Et puis, une autre filière dont on parle beaucoup et qui est vraiment, sans doute, en expansion encore plus rapide aujourd'hui, qui soulève des vraies questions aussi bien éthiques que technologiques, c'est tout ce qui est viande, mais cette fois-ci réellement produit animal, mais sans animal, donc culture de viande in vitro. On a aujourd'hui accès à du lait fabriqué en culture cellulaire, à des œufs, à de la viande, à du foie gras, à tout un tas de produits qui posent des vraies questions sur l'impact écologique de ces filières, l'impact sanitaire et puis l'acceptabilité par les consommateurs. Voilà, j'ai fini pour le cours. Merci beaucoup, Christophe. Donc, les échanges de votre atelier, l'atelier numéro 3, portera sur cette question: comment repenser nos pratiques culinaires pour augmenter la biodiversité animale et végétale dans nos assiettes? Donc, si cette question vous intéresse, c'est l'atelier numéro 3 qu'il faudra rejoindre. Je vous mets comme promis les 3 problématiques d'atelier pour que vous puissiez les avoir en tête. Et on va vous mettre dès maintenant dans le chat les liens pour rejoindre les salles virtuelles, pour rejoindre les ateliers. Donc ce moment de plénière est donc terminé. Un grand merci à l'ensemble des intervenants et à vous participants pour votre contribution. Un grand merci également aux équipes Danone pour leur confiance et leur soutien. Comme je vous l'avais mentionné, on vous enverra le compte-rendu des échanges de ce matin, atelier compris, dans les prochains jours. Et si vous souhaitez également poursuivre les échanges avec nos intervenants et d'autres participants, n'hésitez pas à nous contacter après l'événement pour qu'on puisse vous mettre en relation. Voilà, un grand merci à toutes et à tous et bonne réflexion en atelier.